Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, la bataille de Sainte-Foy du 28 avril 1760. C'est le 28 avril 1760 que l'armée française, les 1800 Canadiens, qui sont commandés par Lévis, qui a succédé à Montcalm, remportent une grande victoire. Une victoire aussi, pour moi, aussi importante que la victoire remportée par Wood sur les plaines d'Abraham le 13 septembre. Bon, mais ça, les Anglais ont fait celle des plaines d'Abraham une victoire mythique, alors que nous, dans notre conscience historique collective, on a presque oublié la bataille de Sainte-Foy. L'historien Jacques Lacourcière à l'émission Un dimanche à Québec en avril 2007, la bataille de Sainte-Foy est un peu la bataille revanche des Français contre les Anglais à la suite de la défaite française sur les plaines d'Abraham en septembre 1759. Jacques Lacourcière a raison de dire qu'on se souvient davantage de la bataille des plaines d'Abraham que de celle de Sainte-Foy, mais c'est peut-être pas un hasard, car aussi brillante qu'ait pu être la victoire française à Sainte-Foy, cette victoire-là n'a rien changé au fait que la Nouvelle-France passe finalement aux mains des Anglais avec la signature du traité de Paris en 1763. C'est donc la prise de Québec par les Anglais à la suite de la bataille des plaines d'Abraham qui reste le grand tournant de la guerre de 7 ans en Amérique. Le commandant Ramsay rendit Québec le 18 septembre 1759. Le lendemain, le général Murray entra dans la ville et fit hisser le drapeau britannique sur la citadelle. Mais ces troupes, équipées en vue d'une brève campagne d'été, devaient à présent envisager un siège pénible dans cette ville qu'elles avaient elles-mêmes contribué à démolir. Pendant l'hiver, il y a un avantage à Québec, à ce moment-là, c'est que la navigation est finie. Il n'y a pas de navigation hivernale ici. L'important, c'est qu'avant l'arrivée du printemps, il faut vraiment faire quelque chose. Parce qu'on ne sait pas de quelle nationalité va être le premier navire qui va arriver. Est-ce que ça va être un navire français qui apporte du renfort? À ce moment-là, les Anglais qui sont dans Québec vont être mal pris. On va donc se préparer du côté français à attaquer Québec. Vous venez d'entendre l'historien Jacques Lacourcière à l'émission Un dimanche à Québec en 2007 et juste avant, vous entendiez un extrait de l'émission Le Chevalier de Johnstone diffusée en 1967 pour nous parler de la bataille de Sainte-Foy, du contexte dans lequel elle va se dérouler. Je reçois l'historien Dave Noël, qui est aussi journaliste à la recherche au bureau parlementaire du journal Le Devoir à Québec. Dave Noël, bonjour. Bonjour Jacques. Pourquoi, Dave Noël, la bataille de Sainte-Foy est-elle moins connue que la bataille des plaines d'Abraham, mais pourquoi est-elle si importante? D'abord, sur le plan du nombre, on parle de deux armées qui totalisent 12 000 hommes. Pour donner une idée de ce que ça pourrait représenter 12 000 hommes en 1760, il faut penser que Québec avait 8 000 habitants. Donc, et pour l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent, on parle d'à peu près 65 000 habitants. Donc, c'est une bataille énorme sur le plan de la densité, même par rapport aux conflits qui vont suivre. Si on parle de la guerre de 1812, des rébellions patriotes, on est vraiment dans une autre dimension. Et aussi sur le plan des pertes. Donc, c'est la bataille la plus meurtrière. À l'époque, on calcule les morts et les blessés ensemble, parce que souvent, les blessés ont décédé par la suite, dans les jours qui suivent. Ouais. Et là, on a à peu près un petit peu moins de 2000 morts et blessés au total pour le combat. Et bien sûr, comme disait M. Lacourcière plus tôt dans l'enregistrement, sur le plan symbolique, c'est une bataille qui est très importante parce qu'elle venge la défaite française des plaines d'Abraham, qui est survenue seulement 7 mois plus tôt, sur le même champ de bataille d'ailleurs. Parce que souvent, on pense à la bataille de Sainte-Foy, on pense à la ville de Sainte-Foy actuelle, l'ancienne ville de Sainte-Foy, mais en réalité, le combat se déroule vraiment entre les remparts et ce qu'on appelle à l'époque la forêt de Sillery, les plaines donc du Cap-Diamant jusqu'au revers du coteau Sainte-Geneviève. C'est exactement le même champ de bataille, en fait. Si on lui a donné ce nom-là, c'est seulement que les combats les plus violents se sont déroulés le long du chemin Sainte-Foy qui menait à la paroisse de Sainte-Foy, mais c'est vraiment le même champ de bataille. Bon, peut-être un mot pour situer cette bataille de Sainte-Foy, Dave Noël. Où en est en fait cette fameuse guerre de 7 ans entre Français et Britanniques au moment où justement arrive la bataille de Sainte-Foy? Oui, donc c'est une bataille qui arrive assez tard dans la guerre qui oppose Français et Britanniques en Amérique du Nord. 1760, c'est la 6e année du volet américain de la guerre de 7 ans qui se déroule également en Europe et dans les colonies. En Amérique du Nord, dans les premières années de la guerre de la conquête, les combats se déroulent aux frontières, donc dans des territoires forestiers, la vallée de l'Ohio, le lac Champlain, le lac Ontario, en Acadie également. Et tranquillement, les combats se rapprochent de la vallée du Saint-Laurent et en 1759, c'est à ce moment-là que les combats se déroulent au cœur de la vallée du Saint-Laurent où se concentre
l'essentiel des habitants de la Nouvelle-France. Et puis, donc, en 1759, Québec tombe, mais pas seulement Québec, il y a aussi les forts de Carillon, d'autres forteresses comme le fort Niagara, qui se trouve non loin des chutes Niagara actuelles. Et quand arrive l'hiver 1759, à ce moment-là, la colonie est vraiment épuisée par les combats. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve au printemps 1760, où là, c'est à ce moment-là que la bataille de Sainte-Foy survient. Ouais. Qu'est-ce qui pousse les Français qui ont déjà perdu Québec, donc, qu'est-ce qui pousse François de Lévis en particulier à se lancer dans cette bataille de Sainte-Foy? Oui, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Québec, à l'époque, c'est le seul débouché qui mène vers la France. Donc, c'est important parce que la France, c'est par là que viennent les renforts en hommes, en troupes, en vivres, en matériel. Donc, en ayant perdu Québec, avec les Britanniques qui se sont installés dans les ruines de la ville, qu'ils avaient eux-mêmes détruites, donc, il faut absolument reprendre Québec pour reprendre contact avec d'éventuels renforts français qui vont peut-être arriver à la fonte des glaces au printemps. Et c'est dans ce cadre-là que dès la fin de l'automne 1759, le gouverneur Vaudreuil, qui est au-dessus de Lévis, planifie des projets de reconquête. On pense même attaquer Québec en plein hiver avec des échelles pour escalader le rempart et avec l'aide d'éventuels espions recrutés chez les Jésuites. Donc, on a des projets un peu fous et finalement, on abandonne ces projets-là. On considère que c'est trop risqué. On se contente plutôt de pratiquer une petite guerre pour empêcher les Britanniques de faire du bois de chauffage pendant l'hiver. Donc, on espère les forcer à se retirer dans la ville. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui va bien fonctionner parce que pendant l'hiver, il va y avoir beaucoup d'épidémies qui vont réduire les effectifs britanniques considérablement jusqu'au printemps. Et le printemps venu, donc, on y va, on s'essaye avec cette bataille de Sainte-Foy. Parlons un petit peu des forces sur le terrain. Qui s'affrontent dans cette bataille de Sainte-Foy? Oui, donc dans le coin gauche, si on veut, on a Chevalier de Lévis, côté français, donc c'est un militaire de carrière. À ce moment-là, il a 40 ans. C'est un homme qui est né dans le Languedoc, donc dans le sud de la France. C'est un vétéran des guerres de succession de Pologne et d'Autriche. C'est un militaire qui a côtoyé Montcalm en Europe, notamment en Italie, et il s'est même retrouvé sur le même champ de bataille que le jeune Wolfe en Bavière dans les années 1740. Donc, c'est les mêmes officiers qu'on retrouve. Et lui, contrairement à d'autres, il est vraiment lié à une puissante famille, les Lévis-Mirepoix, donc qui favorise son avancement. Et à 36 ans, en 1756, il est choisi comme second de Montcalm pour aller en Amérique pour la nouvelle guerre qui commence. Et à ce moment-là, avec les années, il acquiert de l'expérience en Amérique. Et en 1759, à la mort de Montcalm, au lendemain de la bataille des Plaines d'Abraham, il lui succède directement et devient le commandant des troupes de terre, mais sous l'autorité du gouverneur Vaudreuil qui garde le dernier mot, même si il ne va jamais sur les champs de bataille directement. Oui. Donc ça, c'est pour ce qui est du contingent français. Oui, et dans le coin droit, donc, nous avons le Britannique James Murray, qui a 38 ans. Lui, c'est un Écossais qui a une expérience coloniale. Il a combattu en Amérique du Sud dans les années 1740 lors d'un siège contre les Espagnols. Il a participé à des opérations amphibies pendant la guerre de 7 ans, notamment contre Rochefort et à Louisbourg, à l'île Royale, qui est devenue le Cap-Breton en 1758. Et au moment du siège de Québec, c'est le 4e officier. Donc, il y a Wolfe, il y a Townshend, puis avant lui, Monckton, et le 4e, c'est Murray, qui est présent. Et évidemment, avec la bataille des Plaines, Wolfe décède, Monckton est gravement blessé, et Townshend décide de rentrer en Angleterre. Donc, on laisse les troupes au dernier. Oui, au dernier, au plus bas gradé du groupe. Donc, c'est Murray qui reprend les troupes. Et Murray va devenir assez important par la suite pour l'histoire du Canada, parce qu'il va devenir le premier gouverneur de la province de Québec qui va être mis en place après la proclamation royale. Mais là, on s'éloigne un peu. Donc, on a les deux combattants, les deux généraux. Et pour ce qui est des troupes, on a du côté français une armée assez imposante de 7000 hommes. Et là, on a vraiment concentré tous les effectifs disponibles dans la colonie pour jouer le tout pour le tout. Donc, on parle des soldats, de tous les bataillons qu'on a pu réunir. Du côté britannique, donc, à cause des épidémies de l'hiver, on parle d'une petite armée de 4000 hommes qui est en mesure de sortir de l'enceinte de Québec pour aller combattre
en terrain découvert, l'armée de Lévis qui s'avance sur les plaines d'Abraham. Armée comparable en termes de professionnalisme, je dirais, Dave. Du côté britannique, on a une armée qui est complètement professionnelle. Donc, c'est vraiment une armée plus facile à manœuvrer que l'armée de Lévis, dont la moitié des troupes est composée de miliciens canadiens qu'on a regroupés en compagnie, donc pour combattre un peu en tirailleurs autour des bataillons français qui sont les réguliers. Mais surtout, du côté britannique, on a 22 canons, donc des canons légers qu'on amène sur les plaines d'Abraham. Et Murray, avec cette artillerie-là, il espère compenser l'infériorité numérique qui le désavantage. Et donc, c'est ça, c'est vraiment deux armées qui sont assez différentes. Oui. Et c'est donc le 28 avril 1760 qu'a lieu cette fameuse bataille de Sainte-Foy. On écoute le récit qu'en font Roland Chenaille à l'émission Le Chevalier de Johnstone en 1967 et Jacques Lacourcière à l'émission Un dimanche à Québec en 2007. 6 heures du matin, le 28 avril 1760. Les 3000 hommes du général Murray sortirent de Québec. Murray espérait prendre en défaut la vigilance des Français. L'occasion ne vint jamais. Le général anglais se porta quand même à l'attaque. Les Français battirent les Anglais à plate couture. Murray avait perdu 1000 hommes pendant cette bataille, l'une des plus féroces et les plus sanglantes de l'histoire du Canada. Au début de l'après-midi, Murray tente de rassembler ses troupes pour retourner au combat, mais il ne réussit pas. Et les hommes de Lévis s'installent sur les plaines d'Abraham. Ils sont à peu près à 600 mètres des fortifications. Donc, on est assez près, mais sauf qu'on est trop loin pour que les canons aient la portée qu'il faut. Là, c'est vraiment la défaite de l'armée anglaise. On se retire dans Québec. On va, à ce moment-là, tirer sur les travailleurs français et canadiens qui essaient de s'installer pour bombarder Québec encore une fois. Après la victoire de Sainte-Foy, les troupes de Lévis entreprirent de construire des retranchements. Mais Lévis savait que l'issue de la bataille décisive tenait à un seul facteur: quel navire, anglais ou français, arriverait le premier. Le 9 mai, à 11 h du matin, on aperçoit une frégate au-delà de la pointe de Lévis. À la citadelle de Québec, on arbore par 3 fois le pavillon anglais parce qu'on se dit, nous, on monte notre pavillon, le navire devrait monter aussi le sien. Les Français ont peu de canons, on manque de munitions, on tire 20 coups par 24 heures. C'est pas beaucoup pour un siège. Là. Et le 15 mai, à 8h30 du soir, le sort en est jeté. Il y a 3 navires de guerre qui arrivent dans le port de Québec. Les navires anglais. Les navires anglais, bien entendu. Lévis va écrire à l'intendant Bigot: je crains bien que la France ne nous ait abandonnés. Donc, revenons un petit peu, Dave Noël, on en a un aperçu avec ce qu'on vient d'entendre, mais sur le déroulement de cette bataille de Sainte-Foy le 28 avril 1760, comment ça se passe? Où en sont aussi Français et Anglais au terme de cette bataille de Sainte-Foy? Oui, donc le 28 avril, il faut imaginer, on est à la fin du printemps, il y a encore des plaques de neige, il y a de la boue. Les deux armées manœuvrent au milieu de tout ça dans un bourbier. Murray a l'impression que Lévis est en difficulté parce que les troupes françaises doivent déboucher par le chemin Sainte-Foy, s'installer dans la plaine. Et donc, Murray décide d'attaquer. Il laisse ses canons derrière lui et il lance l'attaque contre les forces de Lévis. Et à ce moment-là, il y a vraiment un combat très intense qui se développe, de 8 h le matin environ jusqu'à midi. Donc, c'est un combat qui est assez long pour les standards coloniaux de l'époque. Et avec l'avancée de la matinée, Murray est débordé sur ses flancs et il doit retraiter vers Québec. Et il arrive à temps dans l'enceinte de Québec avant que les poursuivants français et canadiens parviennent à le rattraper. Donc, Lévis remporte la victoire en rase campagne, mais il ne parvient pas à prendre la ville dans la foulée de sa victoire. Et c'est à ce moment-là que débute le siège de Québec, qui est une autre chose. On parle d'une bataille suivie d'un siège. Et là, à ce moment-là, ce que Lévis doit faire, c'est prendre la ville, ouvrir une brèche à coups de canon dans le rempart pour que Murray décide de capituler à ce moment-là. Et ça, c'est une autre étape qui est très difficile pour Lévis parce qu'il n'a pas l'artillerie lourde nécessaire pour ouvrir une brèche. Évidemment, comme Québec est tombé un an plus tôt, on avait concentré l'artillerie lourde française dans la ville et la ville est tombée aux mains des Britanniques. Donc, Lévis, tout ce qu'il a amené, c'est quelques canons de faible calibre. Donc, les remparts de Québec, on a souvent discuté de est-ce que c'était des ouvrages, adéquats pour l'époque. Mais c'était pas un obstacle très grand pour Lévis. Le problème, c'est qu'il n'avait pas l'artillerie pour ouvrir la brèche. Donc, il s'est retrouvé coincé sur les plaines sans pouvoir
entrer dans la ville. Donc, il ne réussit pas à prendre la ville, à prendre Québec à ce moment-là. Victoire à l'extérieur, sur les plaines, en fait, mais pas de prise de Québec. Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là que les regards se tournent vers le fleuve Saint-Laurent, où là, Murray espère obtenir des renforts de Grande-Bretagne, et Lévis, lui, compte beaucoup sur les renforts français. Donc, il espère avoir ces fameux canons qu'il attendait, et des troupes aussi pour compenser les pertes des années précédentes. Et parce que souvent, on a beaucoup parlé du navire. On espérait qu'un navire français arrive et tout le sort de la campagne aurait été modifié. Mais en réalité, c'est plus qu'un navire dont Lévis avait besoin. Il avait besoin d'une flotte avec vraiment des renforts très imposants. Ce que la France n'a pas envoyé finalement. La France a envoyé 6 navires. Il y en a 3 qui se sont rendus dans la baie des Chaleurs où ils ont été détruits parce qu'ils sont arrivés après des renforts britanniques. Donc, même avec ces renforts-là, Lévis n'aurait pas pu prendre Québec. Il avait besoin vraiment de beaucoup de matériel pour poursuivre le combat. Donc, une part de mythe là, dans cet espoir qu'ont eu les Français après la bataille de Lévis. Dans les faits, enfin, les dés, le sort en était jeté avec ce qu'on sait maintenant, renfort insuffisant, c'est ce que je comprends, qui semblait vers François de Lévis. Revenons un petit peu sur le déroulement de la bataille, mais surtout, c'est assez hallucinant, Dave Noël, sur la ressemblance. C'est presque une bataille identique, cette bataille de Sainte-Foy en avril 1760, avec la bataille des plaines d'Abraham en septembre 1759. C'est fou quand on regarde ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est 2 batailles rangées. La bataille des plaines d'Abraham, c'était la première bataille rangée. Quand on parle de bataille rangée, c'est des soldats qui évoluent au rythme des tambours en rang serré pour créer un mur de balles. Donc, à l'époque, les armes étaient assez imprécises, les coups ne partaient pas toujours. Donc, on rassemblait les bataillons en rang et on tirait des salves. Donc, c'est 2 batailles qui fonctionnent sur le même modèle. Par contre, il y a certaines différences. Et comme je disais tantôt, l'armée de Lévis est formée. Lévis dispose de tous les soldats réguliers de l'armée française, que Montcalm n'avait pas de son côté un an plus tôt parce qu'il avait dû disperser ses troupes sur 3 frontières, Québec, le lac Champlain et le lac Ontario. Donc, c'est vraiment... Lévis a pu bénéficier d'une troupe beaucoup plus disciplinée et une troupe reposée aussi, parce que là, on est au printemps 1760, tandis que Montcalm, 7 mois plus tôt, il est en septembre, à la fin d'un très long siège, et on n'est vraiment pas sur ce plan-là avec les mêmes conditions de combat. Un autre point important, c'est que la garnison britannique dispose de vivres abondants, de munitions abondantes, donc Murray, même en perdant dans la race campagne, il n'est pas, dans ses derniers retranchements. Il peut tenir très longtemps quand même dans Québec, le temps que les renforts arrivent par la main. Un mot encore sur cette bataille-là, mais sur la façon dont elle se déroule de manière très, très concrète sur le terrain. Et je pense à son caractère robuste, à son caractère violent. On écoute à ce sujet l'historien Jacques Lacourcière à nouveau. Dans les annales de l'Hôpital général de Québec, Marie-Josée Legardon de Repentigny, c'est la sœur de la Visitation, c'est elle qui tient les annales. Elle écrit « Il faudrait une autre plume que la mienne pour peindre les horreurs que nous eûmes à entendre pendant 24 heures que durait le transport des blessés, les cris des mourants et la douleur des intéressés. Il faut, dans ces moments, une force au-dessus de la nature pour pouvoir se soutenir sans mourir. Après avoir dressé plus de 500 lits que nous avions eus des magasins du roi, il en restait encore autant placés. Nos granges et nos étables étaient remplies de ces pauvres malheureux. Nous avions dans nos infirmeries 72 officiers, dont il en mourut 33. On ne voyait que bras et jambes coupés. Il y aurait à peu près 259 morts du côté anglais et 829 blessés. Du côté français, 183 tués, donc 28 officiers et plus de 600 blessés. Où se situe cette bataille, la bataille de Sainte-Foy à Dave-Noël, en termes de dureté, je dirais, dans l'histoire de cette guerre de 7 ans en terre d'Amérique? Oui, en fait, c'est une bataille qui est très violente, très sanglante. Souvent, de cette époque-là, on a une image des guerres, des batailles, un peu comme de parties d'échecs entre 2 aristocrates qui s'affrontent poliment. Mais dans les faits, c'est des combats qui étaient assez meurtriers. Par exemple, du côté britannique, il y a un soldat sur 4 qui soit été tué ou il a été blessé. Et du côté français, on a à peu près 11% de pertes sur l'ensemble de l'armée. Il y a des combats à l'arme blanche. Donc, on parle de baïonnettes, de chars à la baïonnette, surtout du côté du chemin Sainte-Foy, où il y avait un moulin, le moulin Dumont, où là, on s'est vraiment battu. Le moulin était repris. Et donc, c'était des combats assez violents. Mais c'est ça se compare aussi à la bataille des plaines d'Abraham, où il y a eu un petit peu moins de pertes, mais c'est un combat qui
s'est déroulé plus rapidement que la bataille de Sainte-Foy, qui a duré assez longtemps, avec donc des tirs de mitraille, de canon. Donc c'est ça, c'est un combat qui est assez meurtrier, mais qui quand même demeure, je dirais, secondaire par rapport aux plaines d'Abraham, qui a mené à la chute d'une ville, tandis que la bataille de Sainte-Foy s'est terminée, sans entraîner la chute, la reprise de la capitale de la France par Lévis. On termine cette émission un peu comme on l'a commencé en parlant du souvenir, de ce qu'on garde de cette fameuse bataille de Sainte-Foy collectivement. Qu'est-ce qui reste de tout ça, de cette bataille de Sainte-Foy, du rôle qui a joué aussi Lévis dans notre mémoire collective, Dave Noël? Oui, ce qui reste de ça, c'est le symbole, dans le fond, un combat désespéré d'une armée qui était quand même pas destinée à tenir aussi longtemps. On parle de 6 campagnes militaires, donc normalement, si on compare avec les forces qui étaient autour, les forces britanniques, elle aurait dû rendre des armes plus tôt, donc il y a ce souvenir-là. Et bien sûr, il y a la figure mythique de Lévis, dont la réputation est essentiellement associée à cette bataille-là, qui est une victoire. Donc, on attribue beaucoup de vertus militaires à Lévis, mais il ne faut pas oublier que c'est son seul combat, donc il n'a pas, comme général, je veux dire, comme général en chef, et qui a quand même commis des erreurs, certaines erreurs dans la manœuvre du 28 avril, mais qu'on a un peu oublié parce que, évidemment, le résultat a quand même mené à une victoire. Et sinon, sur le plan plus concret, à Québec, il reste un petit parc, le Parc des Braves, qui est dans le quartier Montcalm, mais qui est un parc un peu oublié par rapport aux plaines d'Abraham, où on organise beaucoup d'événements. Donc, c'est ça, c'est un petit parc dominé par une statue, donc, qui a été offerte d'ailleurs par le cousin de Napoléon III et le prince Jérôme Napoléon. Donc, c'est ça, concrètement, c'est un lieu de mémoire, mais pas très fréquenté. Donc, victoire, je reviens sur ce que vous disiez, une victoire, c'est pour ça qu'on s'en souvient qu'on en parle aujourd'hui, peut-être la dernière victoire française en Amérique, mais sans conséquence, Québec tombe quand même. Est-ce que ça, c'était vraiment, puis vous disiez, il a fait des erreurs quand même, Lévis, est-ce qu'il aurait pu prendre Québec au terme de cette bataille de Sainte-Foy? Je pense que oui. En fait, ce qui s'est produit dans le cadre de l'action, au milieu de la fumée, il a perdu le contact avec une partie de ses troupes. Une brigade qui s'est retrouvée au mauvais endroit. Mais c'est un officier d'ordonnance qui n'a pas transmis un ordre. C'est un peu confus tout ça dans les sources. Mais oui, je pense qu'en manœuvrant davantage, Lévis aurait peut-être pu couper la retraite à Meuré et faciliter la prise de Québec. Mais c'est sûr que sans artillerie lourde, c'était très difficile pour lui de prendre la ville à ce moment-là, qui était quand même assez bien défendue. Dave Noël, historien, journaliste à la recherche pour le journal Le Devoir à la colline parlementaire à Québec. Merci beaucoup, Dave, de votre participation à l'émission. Merci, Jean. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.